Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV, merci de nous retrouver. On est ici au congrès de la DCF, la Convention nationale des intercommunalités, et j'ai le plaisir de recevoir Marc Fesneau. Bonjour. Vous êtes président de la communauté de communes Beauce-Val-de-Loire dans le Loir-et-Cher. Bonjour Régis Banquette, vous êtes président de Carcassonne-Aglo dans l'Aude. Messieurs, comment s'élargir sans s'éloigner? C'est l'objet de la table ronde à laquelle vous venez de participer. Alors dites-nous, comment conserver une proximité avec les usagers, avec les citoyens, quand les intercos parlent de développement, de stratégie avec les régions? Marc Fesneau, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est un défi pour les intercos, parler stratégie et être le premier échelon de proximité des usagers? Oui, c'est un défi parce que... Pourquoi cette question se pose? Parce qu'au 1er janvier 2017, les 2 tiers, je crois, des communautés de communes ou d'agglomérations, tout ce qui constitue ce pôle-là, vont être dans des périmètres qui vont être différents de ceux qui connaissaient le 31 décembre 2016. Et dans beaucoup de cas, ça constitue des élargissements et des agrandissements de périmètres qui sont très grands. Avec des communautés de communes, on était avec la collègue de Reims, 200 communes, c'est ça, hein, avec une ville principale qui est Reims. La plus petite commune, c'est 50, 20 ou 30 habitants. Donc on a, dans un périmètre immense d'un point de vue géographique, immense d'un point de vue du nombre de communes, le défi de comment on va faire fonctionner ces ensembles-là. Alors, tous ne sont pas dans ces modèles qui sont radicaux d'une certaine façon, mais en tout cas, il y a un vrai besoin de réflexion. Alors peut-être 3 niveaux de réflexion. Le premier, c'est comment on fait vivre le conseil communautaire. Parce que vous vous retrouvez dans un conseil communautaire avec plus de 200 membres, et donc c'est une petite assemblée que vous constituez, plus grande que parfois des conseils régionaux eux-mêmes. C'est une demi-assemblée nationale, ou un petit sénat. Donc comment vous faites vivre ça? Quelles prérogatives vous lui donnez? Ça, le bureau, les maires, parce que quand vous avez 200 maires, vous ne pouvez pas les réunir en conférence de maires, parce que ça ne sert à rien. Vous ne fonctionnez pas pareil. Là, il y aura 142 communes, hein, si j'ai bien compris, à Reims. Premier chemin. Deuxième réflexion, c'est sur beaucoup de ces communautés de communes, le seul représentant au sein du conseil communautaire, ça va être le maire. Et donc l'ensemble des conseillers municipaux vont plus être associés directement au travail communautaire. Et donc, vous multipliez par 10, quand vous avez à peu près 200 conseillers communautaires, vous avez 2000 conseillers municipaux qui sont du même territoire, mais qui ne sont pas associés aux travaux. Et donc comment vous travaillez avec eux? Et puis troisième échelon, pour répondre à la question, c'est les citoyens dans tout ça, comment on les associe à la démarche, à la fois sur comment ça fonctionne, et deux, comment, quand ils ont une question, et à qui ils s'adressent. Et donc la vraie question pour nous, par rapport aux citoyens, au-delà des affaires d'élus, mais les conseillers municipaux sont des relais aussi pour les citoyens, comment on explique aux citoyens ce qui va se passer. Et à mon avis d'ailleurs, pour conclure là-dessus, il ne faut peut-être pas expliquer la machinerie, il faut simplement que le citoyen, quand il a une question, quand il a un problème avec un service, quand il a un problème parce qu'il veut développer une activité économique ou associative, il sache à quelle porte frapper. Il faut rendre fluide le système. À nous, après, que le système soit fluide, d'expliquer les choses s'il y a besoin de les expliquer. Régis Banquette, il y a plusieurs choses très intéressantes dans ce que vient de dire Marc Fesneau. Juste pour reprendre d'abord la question des citoyens, est-ce qu'ils savent aujourd'hui à quelle porte taper? Est-ce qu'ils ont identifié que l'interco, maintenant, c'était leur service du quotidien? Alors, on a un peu la même vision avec Marc, mais pour nous, la porte d'entrée, c'est la commune. Les citoyens, ils vont taper d'abord à la porte de leur mairie pour avoir leur renseignement, savoir quels services ils peuvent avoir sur leur commune. Le maire reste la figure. Disons le maire. Le maire et la mairie. La mairie. Oui. Et donc, dans ce sens-là, bon, autant je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Marc sur le fait qu'il faut associer les conseillers municipaux, essayer d'élargir et avoir une démocratie qui permet de faire participer tous ces élus. Mais au-delà, il faut faire participer aussi les techniciens des mairies, de façon à ce que ces techniciens-là soient quelque part des ambassadeurs de l'intercommunalité et renseignent, je dirais, immédiatement la personne lorsqu'elle vient chercher un service, une idée, un accompagnement, de façon à ce que cette porte d'entrée qu'est la mairie est aussi la porte d'entrée de l'intercommunalité, puisque nous sommes tous des maires et des élus intercommunautaires. Donc on a cette dualité en tant qu'élu, et il faut que les techniciens aussi aient cette dualité, de façon à ce que le citoyen, lui, puisse avoir une réponse, comme il dit, immédiate à son problème. Sachant que les exigences des citoyens sont plus fortes. Juste pour rebondir sur la représentation, Marc Fesneau disait 200, 300 élus, enfin des conseils communautaires qui deviennent... Bon, ça ne fonctionne pas, ça. Enfin, si, ça fonctionne quand même. Il faut le faire fonctionner. Un joyeux brouhaha. Il faut le faire fonctionner. Donc, alors, comment vous nous, faites sur Carcassonne, on a l'avantage d'avoir vécu, je dirais, ce bouleversement en 2013.
contrairement à beaucoup de communautés qui vont le vivre en 2017. Donc nous, on a un conseil communautaire avec 123 élus, comme dit Marc. Ce que vous dites, c'est que vous ne fusionnez pas en janvier prochain, vous êtes... On va absorber 9 communes supplémentaires. Mais ce n'est pas un gros bouleversement. On va passer de 73 à 82, avec 5-6 000 habitants de plus, on est à peu près à 110 000 habitants, donc ce n'est pas un grand bouleversement pour nous. C'est une étape supplémentaire, je dirais que c'est une étape que l'on aurait pu franchir plus tôt s'il n'y avait pas eu quelques inimitiés entre élus. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Il se passe des choses à Carcassonne. Oui, mais ça, c'est pas le sujet. C'est la vie locale. Mais donc, au-delà de ça, ces 123 conseils communautaires, aujourd'hui, on ne peut pas organiser un débat sur des conseils d'agglo où la parole est mesurée en termes de temps. Donc il faut trouver d'autres endroits où le débat est possible, où la participation à la fois de ces élus-là, mais aussi des élus conseillers municipaux est possible également. Donc nous avons créé des structures intermédiaires. Alors ces structures intermédiaires, pour les créer, je dirais qu'il a fallu aussi faire preuve de solidarité financière, puisque nous avons... créer un ciment entre élus pour créer, disons, un bureau communautaire. Et donc nous avons partagé nos indemnités, président et vice-président, nous les avons baissé de 40% pour que les élus du bureau aient une indemnité qui représente un peu leur investissement au niveau de l'intercommunalité, de façon à ce que ce ciment prenne comme il faut et que ces élus-là se sentent imprégnés d'un devoir par rapport à l'intercommunalité. Marc Fesneau, ça veut dire des arbitrages, une gestion quotidienne, gestion des susceptibilités aussi peut-être. Enfin, c'est compliqué tout cela. Hein. C'est forcément compliqué. Alors, vous disiez, est-ce que c'est compliqué à 123? Non, enfin, c'est un régime d'assemblée. On rentre dans un régime plus d'assemblée. Je pense qu'il faut trouver ces lieux-là. Ces lieux-là, c'est les lieux formels, les lieux juridiques. C'est le lieu où se passe la décision. Donc, on ne reviendra pas sur cette idée-là. Après tout, l'Assemblée nationale, c'est 577 députés. On ne dit pas que ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont 577. C'est d'autres sujets peut-être qui font que ça ne fonctionne pas, mais pas celui du nombre. Absolument. Donc la question, c'est physiquement comment vous organisez les choses dans des assemblées à 123. Quand je dis physiquement, c'est même l'organisation physique de la salle pour que les choses puissent au moins confortablement se faire au bon sens du terme. C'est-à-dire quand vous voulez travailler, que les élus puissent exprimer quelque chose. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis après, il y a tous les autres lieux et tous les autres moments où on peut faire des lieux de débat avec les élus communautaires, avec les élus municipaux. On disait d'ailleurs tout à l'heure dans l'atelier quelque chose que je trouvais assez intéressant, des collègues ont dit ça, c'était de dire il ne faut pas qu'on ait seulement des débats qui tiennent au sujet strictement communautaire. Le sujet de ce qui se passe sur le territoire communautaire, ça peut être parfois un débat qui n'est pas aujourd'hui dans une compétence communautaire, mais qui peut être porté collectivement parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis deuxième chose, de dire, on n'a peut-être pas besoin, il y a les commissions qui sont des structures habituelles de débat, mais il y a aussi des commissions spécifiques sur un sujet spécifique. Par exemple, on est en train de créer une zone d'activité commerciale ou on a un projet de développement touristique, on crée une commission spécifique. On va chercher quelques élus pour dire on veut travailler à une dizaine ou une quinzaine sur tel ou tel sujet, quels sont les volontaires. Et ça permet que chacun puisse s'emparer d'un bout de ce qu'est l'intérêt ou le sujet communautaire. Donc un sujet, ça peut être aussi, je crois que vous l'évoquez sur la table ronde, des organisations par secteur géographique. C'est autre chose effectivement, c'est une solution? C'est une solution qu'on a adoptée, nous, pour associer le maximum d'élus, en particulier les conseillers municipaux. Donc nous avons repéré, je dirais, objectivement des sous-bassins de vie par rapport à la ville-centre qu'est Carcassonne. Donc 8 territoires identifiés, à la fois géographiquement, sociologiquement, etc. Et donc sur ces territoires, des conseils de territoire ont été mis en place de façon à ce que les conseillers municipaux puissent venir partager, débattre, avoir de l'information qui arrive, je dirais, de l'intercommunalité, mais aussi produire, participer à un projet, initier un projet, de façon à ce que, eh bien, entre l'interco et, je dirais, et la commune, il y ait ce partage à la fois d'informations et de pouvoir et quelque part de propositions pour que bien, tout le monde s'approprie, je dirais, le fait intercommunal et qu'il n'y ait pas, je dirais, de divorce, je dirais, entre les élus communautaires et les élus municipaux qui se sentent privés, je dirais, de débat et de prise de décision. Donc on est dans une forme de réécriture de la relation entre interco et commune, Marc Fesneau. Mais nous, on pense à la DCF, et quand on est président d'intercommunalité, la préoccupation, c'est ce qui se passe dans l'intercommunalité, mais c'est que le mot communalité de l'intercommunalité reste. Et le vrai risque, c'est le hiatus et la rupture, et que
Les élus municipaux non membres du conseil communautaire, voire parfois membres du conseil communautaire, disent la communauté, c'est pas nous. Un peu comme l'Europe. C'est plus de mon niveau, voilà, c'est ça. La communauté, c'est nous. Parce que tous les élus qui siègent en communauté de communes sont des élus municipaux. Et tous les élus municipaux, ils ont des représentants en communauté de communes. Donc il faut absolument qu'on construise cette relation et ce dialogue qui fasse que, quand on a un sujet, en gros, on est collectivement associé à la démarche. Même si ce n'est pas à chaque fois sur tous les sujets, mais que chaque élu municipal dise, après tout ce qui se passe dans ma commune m'importe, et puis finalement ce qui se passe chez le voisin m'importe. Et moi je dis souvent ça à des collègues, moi je suis le maire d'une commune de 700 habitants, et qui disent « Ah, c'est la grande ville qui décide ». Oui, en même temps, c'est une chance d'être dans une communauté de communes où il y a une grande ville, parce que ça vous permet d'accéder au débat et aux sujets que autrefois les grandes villes géraient toutes seules. Quand vous avez un débat sur une zone commerciale, on sait bien les impacts que ça peut avoir sur les communes à 10, 20 ou 30 km. Qu'au moins vous puissiez, ce n'est pas forcément facile de le faire, mais que vous puissiez porter la voix de la périphérie. Et la communauté de communes, elle permet de porter la voix de la périphérie d'une ville en disant, mais attendez, sur les sujets d'urbanisme, sur les sujets d'habitat, sur les sujets commerciaux, sur les sujets stratégiques de développement économique, parce que ça a des conséquences en termes de voirie, en termes de flux, etc. Dans la communauté de communes, vous avez moyen de le dire. Et donc ça, c'est une chance. Et donc il faut que nous, élus communautaires, on arrive à faire comprendre ça, que l'enjeu de la communauté, c'est l'enjeu de chacune des communes. Donc, surtout maintenir ce lien. J'ai entendu cette expression dans votre table ronde et même dans les couloirs du Palais des Congrès de Strasbourg où se passe le congrès. Fédéralisme intercommunal. Est-ce que ça fait un peu écho avec les 8 secteurs géographiques de votre interco que vous évoquez? C'est un peu fort évidemment, mais c'est un peu fort quand même, il y a cette idée-là. Il faut faire attention. Je crois qu'il ne faut pas créer non plus de petites baronnies locales où je dirais, des élus se retrouveraient et porteraient, je dirais, le message d'un territoire au lieu de porter le message Parce que là, on serait dans une démarche inverse de... Voilà, donc il faut faire attention. Par contre, je dirais, comme remarque, c'est que tous les territoires sont interdépendants les uns des autres, qu'ils soient plus ou moins éloignés de la ville-centre. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis maire d'une commune rurale de 1500 habitants, je ne suis pas maire de la ville-centre. Et le fait que je ne sois pas maire de la ville-centre, eh bien, apporte une autre vision de l'intercommunalité que celle qu'il y avait auparavant. Lorsque le maire de la ville-centre était président de l'interco, bien, les sujets débattus étaient essentiellement les sujets que de la ville-centre, sans tenir compte du territoire qui est organisé autour. Et donc cette possibilité d'avoir, je dirais, un maire qui est d'un territoire rural à côté d'une ville-centre apporte, je dirais, une vision et un éclairage différent de ce que peuvent être les débats uniquement sur la ville-centre. C'est assez inhabituel quand même, j'ai l'impression. C'est assez inhabituel, oui. Mais c'est nécessaire peut-être, selon vous. Marc Fesneau, les problématiques qu'on évoque, le lien avec les territoires, le fait que les élus intercommunaux soient les mains et les pieds dans leur territoire, c'est d'autant plus nécessaire dans des intercos rurales. Vous êtes le maire d'un village de combien, 700 habitants, vous l'avez dit. Oui. Faire entendre la voix des élus ruraux dans ces structures-là. Moi, je crois que c'est valable pour tous les élus, quelle que soit la nature des élus, honnêtement. La nécessité d'avoir une logique qui soit une logique d'ancrage territorial et en même temps une logique à une échelle un peu entre ancrage territorial municipal et une logique communautaire à une échelle plus large. Je voudrais rebondir sur le terme que vous avez employé de fédéralisme communautaire. C'est toujours compliqué en France parce que le mot fédéralisme est un peu galvaudé. Parce que le mot fédéralisme en France, il est vécu comme il y en a un qui décide. C'est très centralisé. Le fédéralisme pour les gens, c'est plutôt ça. Or, le vrai fédéralisme, le fédéralisme américain ou le fédéralisme allemand d'ailleurs, c'est un fédéralisme où on met en commun ce qu'on a besoin de mettre en commun. Et après, les territoires, ils font. Et donc le fédéralisme communautaire, oui, si c'est... On fait à l'échelle communautaire ce qui a besoin d'être fait à l'échelle communautaire, c'est-à-dire la grande stratégie, les affaires d'urbanisme, les affaires d'infrastructure, etc. Et on essaye de faire fonctionner au niveau local, même si parfois c'est la communauté de communes qui a la compétence ou la communauté d'agglomération, parce que ça marche mieux, ce qui doit fonctionner au niveau local. Vous voyez ce que je veux dire? On a eu d'ailleurs ce débat là-dessus. Il y a un certain nombre de compétences, elles peuvent être d'ailleurs de niveau communautaire, mais la mise en œuvre, elle nécessite une approche fédérale au sens bon du terme et au sens vrai du terme. C'est-à-dire, c'est localement que la mise en œuvre se fait. Et ce n'est pas au niveau supra-communal que les choses doivent uniquement se faire. Donc c'est dans ce dialogue-là
que le fédéralisme tel que vous l'évoquiez sans doute doit être approché et non pas comme le niveau communautaire décide sans le niveau infracommunautaire. Ça ne marche que si on dialogue avec le niveau infracommunautaire. Bien sûr. Messieurs, il nous reste quelques minutes. Peut-être un mot sur la relation entre interco et région. On l'a dit en début d'entretien, mais il y a quand même des problématiques fortes quand on est avec des mastodontes géographiques qui se mettent en place, si je puis dire, dans votre territoire. Il y a la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. Bon, on ne va pas tous les faire, mais le poids des intercos est encore plus nécessaire, le fait de travailler en commun face aux régions, c'est nécessaire pour se faire entendre. Ce qui est nécessaire surtout, et c'est ce que fait la DCF, et je la remercie, c'est d'organiser, je dirais, les élus sur les régions de façon à ce que la parole de l'intercommunalité soit portée et soit entendue surtout au niveau de la région. Parce qu'aujourd'hui, je crois que sur l'Occitanie, il y a plus de 134 interco, etc. C'est très costaud. Oui. Bon, on ne peut pas discuter à 134 avec la région, ce n'est pas possible. Les départements discutent plus facilement, ils ne sont que 13. Donc la parole du département aujourd'hui est entendue par la région. Nous, au niveau intercommunal, il faut qu'on s'organise, et ça c'est notre problème, je crois. Et la DCF l'a bien compris. Il faut qu'on s'organise au niveau régional de façon à porter la parole de l'intercommunalité et faire entendre, je dirais, à la fois les besoins, les souhaits, la politique intercommunale au sens noble du terme, comment elle peut être contractualisée avec la région de façon à ce que, par exemple sur l'économie, nous puissions avoir un développement vraiment concerté avec la région. Marc Fesneau, cette relation interco-région, certains élus intercommunaux que j'ai interrogés sur ce plateau me disaient en substance, on a peur de se faire manger, on a peur de se faire marcher dessus par les grandes régions. Moi, j'ai par nature, mais ça c'est une construction personnelle, jamais peur de me faire manger. Mais en dehors de la petite blague que je fais au passage, on ne se fait pas manger comme ça, on peut se défendre quand même. D'abord, la nécessité de la relation avec la région, pourquoi? Parce qu'on a un certain nombre de sujets sur lesquels on va être deux sur le champ. Je pense au champ du développement économique. Le champ du développement économique, c'est la région. Et pour ce qui est de l'immobilier, les communautés de communes. Donc il faut qu'on se parle. Le champ des affaires de transport, ça va être la région et nous, en opérateurs de second rang, si je peux dire au bon sens du terme, second rang. Je veux dire, les organisations de transport, c'est la région pour le train en grande partie, et elle est confortée sur un certain nombre d'autres modalités de transport. Et le reste, c'était les agglomérations qui géraient en grande partie, ou les communautés de communes de façon moins importante. Donc on a des sujets dans la loi NOTRe qui font qu'on va devoir se parler. C'est-à-dire que la loi exige que nous puissions nourrir un dialogue. Deux, je pense que les régions... Alors c'est un peu différent, je pense, entre les régions qui fusionnent et celles qui ne fusionnent pas. Mais comme on a des communautés de communes qui s'élargissent, le périmètre communautaire, à l'heure où quand même les départements financièrement sont un peu exsangues, et où finalement la capacité d'action du département elle est très restreinte, parce que vous retirez le social, vous retirez ce qui reste un peu d'aménagement du territoire, il n'y a plus le développement économique, il n'y a plus un certain nombre de prérogatives. Finalement, les points de convergence pour travailler avec le département, ils sont beaucoup moins forts. Ils sont plus limités. Ils sont plus limités. Et donc les régions vont avoir besoin de s'appuyer sur une maille. Et la maille communauté de communes est une bonne maille pour s'appuyer sur les services publics, sur les transports, sur le développement économique, sur le tourisme. Enfin, je veux dire, tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on partage avec la région. Et donc on aura forcément besoin de dialoguer avec eux, avec des difficultés, parce que c'est vrai que la peur d'être mangé, c'est pas la peur d'être mangé, moi j'ai pas peur d'être mangé, j'ai peur qu'il n'y ait pas de dialogue. Je vous provoquais, hein, bien non, sûr. Non, mais ça ne me choquait pas d'ailleurs que vous disiez ça, parce que c'est ce que disent beaucoup de collègues. Plus que d'être mangé, j'ai peur qu'il n'y ait pas de dialogue. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, et on vit ça dans certaines régions, qu'on n'arrive pas à dire, mais attendez, le bon sens exige que la région, les régions et les communautés de communes se parlent. Alors, les instances nationales des régions et de la DCF, bien évidemment, dialoguent et les choses se font bien. Mais selon les régions, le dialogue n'est pas forcément aisé. C'est parfois beaucoup plus compliqué. Parfois, des régions qui sont en train de fusionner ont déjà du mal à elles-mêmes exercer leurs propres prérogatives. Et donc, elles vont au plus facile, et pas au mauvais sens du terme. Elles disent, après tout, si je dialogue avec 12 ou 13 départements, bon, ça c'est une première base de dialogue. Et après, peut-être qu'ils redéploieront. Mais ils auront besoin de redéployer parce que les départements ne font plus de développement économique. Or, avec qui vont parler les régions si elles ne parlent pas avec les communautés? Bien sûr. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. Peut-être le mot de la fin, chacun succinctement, de manière un peu plus générale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'articulation est bonne entre interco, département, région, vous l'avez dit en substance? Est-ce que le dialogue est serein? Est-ce que ça se passe bien? Ou alors, il faut retravailler ces réformes territoriales? Je prends l'exemple de chez nous. Le dialogue est serein. Le dialogue est serein. Maintenant, on a besoin de clarifier encore certaines choses. On a besoin aussi
de visibilité. Et par exemple, juste un exemple, mais sur le tourisme par exemple, il y a un projet de loi qui vient de tomber qui nous met dans l'embarras aujourd'hui par rapport à cette compétence-là. Donc cette visibilité, on ne l'a plus alors qu'on l'avait. Et je crois que la reconstruction intercommunale qui va avoir lieu en 2017 va nous permettre de nous organiser de façon à être plus reconnus à la fois par le département et la région dans tous les exercices que l'on peut mettre en place au niveau de toutes les compétences. Et je crois que c'est un challenge qui nous attend et un challenge qu'il faudra relever, mais il sera relevé que par notre volonté de le relever. Et je crois que les élus intercommunaux ont un grand défi à relever, c'est-à-dire c'est de se fédérer, que ce soit à la maille départementale ou régionale, de façon à porter, je dirais, le message de l'intercommunalité vis-à-vis du département et vis-à-vis de la région. Marc Fesneau, à vous le mot de la fin. Pour que ça marche, il faut que les différentes composantes se parlent, qu'il y ait un dialogue serein, chacun fasse des efforts. Oui, et ce que je disais tout à l'heure en conclusion, je crois, de la table ronde, il faut qu'on donne du sens à tout ça. Parce que là, on est un peu dans un grand mécano. On ne soit pas sur des outils et des mécanos, mais qu'il y ait une vision de territoire. Qu'est-ce qu'on veut faire sur le territoire? Et à partir du moment où on partagera ou partagerait une vision commune du territoire, on trouvera le mécano. Parce que le mécano, ce n'est pas le sujet que nous devons avoir en préoccupation première, nous, comme élus. Comme élus, on doit porter une vision, un projet politique, qui peut être différent d'ailleurs selon les orientations des uns et des autres. Mais au moins, on doit porter quelque chose de l'ordre de où est-ce qu'on veut aller. Et après, les mécanos devront se stabiliser. Or, on est dans une phase, c'est pour ça qu'on a d'autant plus besoin de se parler avec les ensembles des échelons. On est dans une phase qui, avec deux contraintes, une contrainte budgétaire que l'on connaît, oui. On n'est pas là pour se plaindre et pleurer, mais enfin, il y a une contrainte budgétaire pour tout le monde. Et un deuxième sujet, c'est que dans tous ces bouleversements territoriaux, on est en train, ça change les problèmes de management des équipes, ça change les problèmes de management des équipes élues, on en a parlé à l'instant. Il faut que ce temps-là soit le plus efficace possible aussi pour penser après au projet, parce que sinon on risque de faire que du mécano et pas à penser à ce pourquoi on est là, c'est-à-dire porter du projet territorial. Bon, très bien, on va suivre tout ça. Il faut y aller. Marc Fesneau, merci beaucoup. Régis Blanquette, merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Acteurs Publics TV.